Pause, on a parlé de la FM à bande étroite et on a fait la comparaison entre FM à bande étroite et modulation d'amplitude. On a vu qu'au niveau de la norme du spectre, on avait des choses à peu près équivalentes et que c'était vraiment en regardant le signal au niveau temporel qu'on pouvait faire la différence entre les deux. Maintenant, on va passer à la FM à large bande. Donc on ne va plus faire l'approximation d'avant la pause que l'indice de modulation bêta est petit par rapport à 1 radian. Donc, cas général, bêta est quelconque. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de calculer ensemble le spectre du signal FM à large bande. Et on va voir que ce spectre va être en fait plus compliqué que d'avoir bêtement 3 deltas de Dirac à la fréquence porteuse, à la fréquence FC plus FM et à la fréquence FC moins FM. On va voir on va avoir toute une série de deltas de Dirac en très grand nombre. D'où le fait aussi qu'on appelle ça du FM à large bande, c'est que forcément, en conséquence de ça, la bande passante du signal sera plus élevée. Alors, pour calculer le spectre du signal FM à large bande, ce qu'on va essayer de faire, c'est une décomposition en série de Fourier. Donc ça, c'est un outil que vous avez déjà vu dans d'autres cours. Donc, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est qu'une décomposition en série de Fourier? Alors, le principe général d'une décomposition en série de Fourier, c'est qu'on a un signal qui est périodique, avec une certaine période fondamentale, et ce signal périodique, on peut toujours le décomposer comme une composante continue, plus une sinusoïde et une cosinusoïde à la fréquence 1 sur t, t étant la période fondamentale, plus des composantes à 2 sur t, 3 sur t, 4 sur t, 5 sur t, etc., qu'on appelle des composantes harmoniques. Donc, un signal périodique avec une fréquence fondamentale connue peut toujours être décomposé comme une somme de sinusoïdes et de cosinusoïdes à la fréquence fondamentale et aux multiples de la fréquence fondamentale. Ça, c'est le principe général d'une décomposition en série de Fourier. Alors, ça ne fonctionne que des périodes. Alors, est-ce que le signal FM à large bande est en signal périodique? Si on regarde son expression qui est donnée par ceci, vous voyez, donc S de t égale AC cosinus de 2 pi FCT plus bêta sinus de pi FMT. En fait, on peut montrer que ce signal n'est pas forcément périodique. Il ne sera en fait périodique que dans un cas particulier, qui est le cas où la fréquence porteuse FC est un multiple de la fréquence du message FM. Donc si FC est un multiple entier de FM, alors l'équation qui est là est bien l'équation d'un signal périodique. Et si ce n'est pas le cas, alors l'équation qui est là n'est pas l'équation d'un signal périodique. Et dans ce cas-là, on est embêté parce qu'on ne peut pas faire une position en série de Fourier. Alors pour s'affranchir de cette contrainte qui veut que pour que ça marche bien d'un point de vue maths, il faut que FC soit un multiple entier de FM, ce qu'on va faire ici, c'est que plutôt que de s'intéresser au développement en série de l'équation de S de t, on va plutôt s'intéresser à l'enveloppe complexe du signal FM. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enveloppe complexe d'un signal en bande passante? Rappelez-vous, c'est ce qu'on a fait au tout premier cours ensemble. Pour extraire l'enveloppe complexe d'un signal, rappelez-vous, on passe par le signal analytique, donc en ajoutant J fois la transformée de Hilbert du signal, et puis on multiplie le tout par une exponentielle complexe de manière à ramener le spectre du signal en bande de base. Et une fois qu'on a fait ça, quelque part on a été extraire du signal en bande passante, on a été extraire l'effet de la porteuse, on a éliminé l'effet de la porteuse. Et c'est ce qu'on va faire ici. Et donc si on reprend l'expression du signal FM qui est celle-là,
et qu'on extrait l'enveloppe complexe de ce signal S de t, on peut montrer facilement, en utilisant les principes qu'on a vus ensemble au premier cours, que l'enveloppe complexe de ce signal-là, c'est écrit comme ceci. Donc l'enveloppe complexe de S de t, c'est l'amplitude de la porteuse AC, fois l'exponentielle de J bêta sinus de pi fmt. Et vous voyez que dans cette expression, la porteuse a disparu. Hein, on voit toujours son amplitude AC qui est là, mais il n'y a plus de 2pi fct. Le 2pi fct a disparu. En allant extraire l'enveloppe complexe du signal FM, on a fait disparaître l'effet de la sinusoïde à fréquence fc. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que l'enveloppe complexe qui est là, du fait qu'elle ne dépend plus que de la fréquence FM, et uniquement de la fréquence FM, il n'y a plus de fréquence fc dans cette expression, eh bien, cette enveloppe complexe, elle est périodique. Et comme elle est périodique, eh bien, il est tout à fait possible de la décomposer en série de Fourier. Alors, l'équation qui se trouve ici au milieu de la page, c'est justement cette fameuse décomposition en série de Fourier de l'enveloppe complexe du signal FM qui est là. Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous vous souvenez encore comment on fait pour calculer en développement en série de Fourier? L'idée générale dans le développement en série de Fourier, c'est qu'on a des fonctions de base qui sont les cosinus et les sinus à la fréquence fondamentale et au multiple de la fréquence fondamentale. Et donc, ces fonctions de base, on va devoir les multiplier par des coefficients qui vont bien, de manière à ce que la combinaison linéaire des fonctions de base avec les bons coefficients soit égale à la fonction qu'on veut développer. Okay? Et comment est-ce qu'on fait pour calculer chacun des coefficients du développement? Ben, on va en fait projeter la fonction qu'on veut développer, on va la projeter sur chacune des fonctions de base. Et donc pour calculer chacun des coefficients du développement en série de Fourier, on va effectuer la projection de l'enveloppe complexe qui est là sur une des fonctions de base. Et le résultat, eh bien, ce sera un certain coefficient. Et ce coefficient, on va le noter Jn de bêta. Alors, vous voyez qu'on a une somme de n égale moins l'infini à plus l'infini. N, c'est le numéro, si vous voulez, de la fonction de base du développement en série de Fourier. Ici, vous avez les fonctions de base des séries de Fourier, donc exponentielle de 2pi nfmt. En fait, c'est cosinus de 2pi nfmt plus j fois sinus de 2pi nfmt. Donc, on retrouve bien les cosinus et les sinus à des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Donc, ça, c'est les fonctions de base. Et les jn de bêta qui sont là, ce sont les coefficients qui viennent multiplier les fonctions de base. Et donc, tout le secret, c'est de trouver les fameux jn de bêta qui sont là, qui sont les coefficients du développement en série de Fourier de l'enveloppe complexe qui est là. Et on verra à la page suivante comment on fait pour calculer ces coefficients Jn de bêta. Une fois qu'on a effectué ce développement en série de Fourier de l'enveloppe complexe du signal FM, eh bien on peut revenir au niveau du signal modulé lui-même en refaisant la manipulation inverse, celle qui mène de l'enveloppe complexe vers le signal en bande passante. Et toutes les exponentielles de 2pi j quelque chose vont devenir des cosinus de 2pi fois ce quelque chose plus 2pi fct. Parce qu'en fait, on va réintroduire la porteuse quand on va repasser de l'enveloppe complexe au signal en bande passante. Si vous ne savez plus comment on fait, allez relire les planches du premier cours qui expliquent la représentation des signaux en bande passante à l'aide des composantes de Reis, de l'enveloppe complexe, du signal analytique, etc. etc. C'est exactement ça qu'on fait ici. Et donc au final, on a réussi à écrire que notre signal FM S de t, eh bien, il s'écrit effectivement comme une somme infinie de coefficients qui vont bien et qui multiplient des cosinus de 2pi fc plus nfmt. Okay. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que cette somme qui est là, c'est une somme de composantes qui sont des pures sinusoïdes.
Et pour calculer le spectre, du coup, c'est très facile, parce que chaque sinusoïde dans la somme qui se trouve ici a un spectre qui est très facile à calculer, qui est simplement un delta de Dirac à la fréquence de la sinusoïde. Donc vous allez chaque fois avoir un delta de Dirac à la fréquence fc plus n fois fm. Le n qui est là, c'est le n qui intervient dans la somme, et donc vous voyez que n va prendre une infinité de valeurs différentes, et donc en toute généralité, le spectre d'un signal FM à large bande, en fait, il est constitué d'une infinité de raies spectrales. Il y a une infinité de deltas de Dirac qu'on va devoir dessiner les uns à côté des autres. Okay, et tous ces deltas de Dirac, ben, ils sont décalés entre eux de combien? Ben, vous voyez qu'ici, on a des cosinus à des fréquences qui sont fc plus un nombre entier de fois fm. Ben, quand n égale 0, vous allez avoir donc une sinusoïde ici à la fréquence fc. Et puis n égale 1, vous avez fc plus fm, n égale 2, vous avez fc plus 2fm, n égale 3, vous avez fc plus 3fm, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir dessiner toute une série de deltas de Dirac à des fréquences de plus en plus élevées, et qui vont être distantes les unes des autres dans nombre entier de fois fm. Donc l'espace entre deux raies de Dirac consécutives sera égal à fm, c'est-à-dire à la fréquence du message. Donc la question qui reste à se poser, c'est comment on fait pour calculer les coefficients Jn de bêta qui sont là, donc les coefficients du développement en série de Fourier. Alors, comme je vous disais, pour calculer les coefficients dans le développement en série de Fourier, ce qu'il faut faire, c'est projeter la fonction qu'on veut développer sur chacune des fonctions de base. Et donc nos fonctions de base, ici, elles sont données par les exponentielles complexes qui sont là. Hein. Je vous rappelle, exponentielle complexe, c'est cosinus plus j fois sinus. Donc c'est bien ça les fonctions de base dans le développement en série de Fourier. Donc comment je fais pour développer ma fonction ici? Comment je fais pour la projeter sur chacune de mes fonctions de base? Projeter une fonction sur une autre fonction, en fait, c'est calculer l'intégrale de la première fonction fois la deuxième. C'est comme ça qu'on fait une projection dans le monde des fonctions. Et donc, finalement, la projection, elle va se calculer comme ceci. Hein. Donc on fait une intégrale de moins pi à plus pi d'exponentielle de j bêta sinus x moins nx dx. Donc ça, c'est la projection de mon exponentielle complexe qui est là sur une de mes fonctions de base. Voilà. Alors, le résultat de cette équation, donc c'est une intégrale définie. C'est pas quelque chose qui a une forme analytique connue. Et donc il y a un mathématicien qui s'appelle Monsieur Bessel qui, il y a un siècle ou deux, a décidé de calculer les résultats de cette intégrale définie pour toutes les valeurs possibles de n. Et il a donné son nom à la solution, et il a dit, ben voilà, chacune des fonctions qui résout l'équation qui est là, pour chaque valeur possible de n, je vais les appeler Jn de bêta, et je vais dire que ça s'appelle la nème fonction de Bessel évaluée en bêta. Et ces fonctions de Bessel, on ne peut pas les calculer à partir de la panoplie d'outils mathématiques qu'on connaît déjà. Donc on ne peut pas les calculer, on peut pas les exprimer en fonction des fonctions sinus, cosinus, tangente, exponentielle, logarithme, les fractions, les polynômes, tout ce qu'on veut. Non, il y a besoin de définir une nouvelle fonction qui n'existait pas encore avant et qui s'appelle la fonction de Bessel. Okay. Alors, pour démystifier un petit peu ces fonctions de Bessel, vous avez par exemple ici à gauche une figure qui représente graphiquement à quoi ressemblent les différentes fonctions de Bessel, hein, donc, qui sont, donc, comme je le rappelle, les solutions à l'équation intégrale qui se trouve ici. Et donc vous voyez que les fonctions de Bessel, ce sont des fonctions qui ressemblent à des sinusoïdes amortis. Hein, vous avez une oscillation un peu sinusoïdale comme ça, mais avec une certaine amortie au cours du temps, et donc l'amplitude diminue progressivement au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'origine. Alors, les fonctions de Bessel se ressemblent toutes assez bien. Il y a juste la toute première, celle qu'on va appeler J0 de bêta, qui est un petit peu différente des autres, parce que vous voyez qu'elle démarre en 1, donc elle démarre avec un maximum.
Hein, plutôt que de démarrer à l'origine, elle démarre avec un maximum local, et puis elle diminue, elle passe par un minimum, et puis elle remonte, et puis elle continue à osciller de manière amortie. Tandis que toutes les autres fonctions de Bessel, J1, J2, J3, J4, etc., elles démarrent toutes à l'origine. Ok. Et alors il y a encore la J1 qui est un petit peu différente des autres, parce que au niveau de son asymptote ici à l'origine, elle a une asymptote dont la pente vaut 1. Donc regardez bien que les échelles ne sont pas les mêmes. Hein. Ici, horizontalement, vous voyez, on a 2, 4, 6, 8, 10, etc. Tandis que verticalement, c'est 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Donc, il y a un facteur d'échelle 10 entre l'axe vertical et l'axe horizontal, qui fait que même si ça ne se voit pas comme ça à l'œil nu, en fait, la pente ici à l'origine de la fonction J1 de bêta, en fait, c'est une pente qui est unitaire. Alors que toutes les autres asymptotes pour toutes les autres fonctions de Bessel, J2, J3, J4, etc., toutes les autres asymptotes ici sont horizontales. Donc ça, c'est graphiquement à quoi ressemblent les différentes fonctions de Bessel. Et ici, dans le tableau à droite, vous avez donc une tabulation des valeurs. Donc vous voyez, ce sont les Jn de x pour différentes valeurs de n qui sont données par la première colonne, et pour différentes valeurs de x qui sont données par la première ligne. Donc si vous voulez savoir quelle est la valeur de J4 de 3, par exemple, vous allez dans la ligne ici qui dit que n égale 4, vous allez dans la colonne qui dit que x égale 3, et là vous voyez que Jn de 3, ça vaut 0,132. Okay. Donc cette table de valeurs des fonctions de Bessel, vous les trouvez dans les tables mathématiques courantes. Donc à droite, vous avez des valeurs tabulées, à gauche, vous avez une représentation graphique. Et puis le plus simple, je dirais, c'est d'utiliser des outils informatiques qui vont bien, genre MATLAB, Skylab et autres, ou même Python, qui vont en fait avoir des bibliothèques qui vous permettent d'obtenir directement les valeurs numériques des différentes fonctions de Bessel. Donc ça, en général, c'est compris dans les toolbox mathématiques les plus courantes de tous les grands logiciels de calcul ou tous les environnements de programmation. Donc voilà, je dis n de bêta, ça a l'air un peu barbare comme ça quand c'est écrit, mais finalement c'est pas bien méchant. Dites-vous que graphiquement, c'est les courbes qui se trouvent ici à gauche, et on a des outils pour les calculer, que ce soit avec des tables ou avec un logiciel. Et donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que notre signal FM, de par le développement en série de Fourier qu'on vient de faire, on peut toujours l'écrire comme une somme infinie de Jn de bêta fois des cosinus à des fréquences Fc plus n fois Fm. Et pour connaître les coefficients ici qui vont multiplier les cosinus, on doit utiliser les fonctions de Bessel d'ordre n, et on doit les utiliser pour un argument qui vaut bêta. Je vous disais tout à l'heure que l'indice de modulation a un rôle important à jouer dans l'analyse de la modulation de fréquence. Voilà, c'est une manière de le confirmer ici. C'est que pour calculer les raies spectrales correspondant donc au spectre du signal FM, on a besoin d'évaluer les fonctions de Bessel pour un argument qui vaut bêta. Alors à quoi ça va ressembler, du coup, l'équation qui est là? Donc, vous voyez qu'on a une somme infinie de Jn de bêta fois des cosinus. Alors graphiquement, ça va ressembler à ça. Donc prenons l'exemple de la figure ici. Vous voyez que on a une raie centrale qui se trouve en réalité à la fréquence Fc. Cette raie centrale à la fréquence Fc, elle correspond, dans la somme qui est là, au terme n égale 0. Quand n égale 0 dans la somme ici, parce que n va de moins l'infini à plus l'infini, n égale 0, donc ici j'ai un cosinus à la fréquence Fc plus 0 fois Fm, donc à la fréquence Fc. Ça, c'est le terme central. Et puis pour n égale 1, je vais avoir un cosinus à la fréquence Fc plus 1 fois Fm. Ici, ça va me donner la raie qui se trouve ici à droite. Donc je suis bien décalé de 1 fois Fm par rapport à la raie centrale. Et puis le terme suivant dans la somme, c'est Fc plus 2 fois Fm. Ça va me donner encore une raie qui est située un peu plus haut. Et puis, terme suivant, c'est Fc plus 3 fois Fm.
hop, ça me donne encore une petite raie ici un petit peu plus haut, et ainsi de suite. Et mathématiquement, je devrais continuer jusqu'à l'infini, parce que ma somme, elle ne s'arrête jamais. Et puis j'ai aussi des termes pour des valeurs négatives de n, donc en fc-fm, fc-2fm, fc-3fm, et ainsi de suite. Et vous voyez que le spectre, il est symétrique, parce que, bon, à part ma raie centrale qui est toute seule, ben, mes raies pour n égale plus ou moins 1, elles ont la même hauteur. Mes raies pour n égale plus ou moins 2, elles ont la même hauteur, et ainsi de suite. Ben, ça, c'est lié en fait aux propriétés des fonctions de Bessel, qui font que y a une propriété de symétrie. Donc cette propriété de symétrie, elle est donnée ici. Vous voyez, Jn de bêta, la nème fonction de Bessel évaluée en argument bêta, c'est égal à moins 1 exposant L, j moins n de bêta. Et donc, si on s'intéresse à la valeur absolue, hein, on peut oublier le moins 1 exposant n, et on voit que en valeur absolue, jn de bêta ou j moins n de bêta, c'est la même chose. Donc dans la somme qui est là, les termes pour n positif et n négatif vont donner la même valeur de coefficient, éventuellement au signe près. Hein, ce qui explique que les raies ici sont réparties de manière symétrique par rapport à la raie centrale. Donc ça, c'est une première propriété des fonctions de Bessel, qui est la propriété de symétrie. Et donc le résultat de cette propriété de symétrie, c'est que le spectre du signal FM est composé en fait de paires de raies disposées symétriquement par rapport à la fréquence porteuse. Ok, donc de nouveau je répète ici, n égale 0 raie centrale, n égale plus ou moins 1, 2 raies symétriques, n égale plus ou moins 2, de nouveau 2 raies symétriques, n égale plus ou moins 3, 2 raies symétriques, et ainsi de suite. Ok, alors donc ça c'est une propriété intéressante des fonctions de Bessel. Une deuxième propriété intéressante, c'est, on peut se poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe quand l'indice de modulation est faible? Alors c'est quoi l'indice de modulation? C'est bêta, hein, vous vous souvenez. Qu'est-ce qui se passe quand bêta est faible? Bêta est faible, bêta est petit. Ça vous évoque quoi, ça, bêta est petit? C'est ce qu'on a vu avant la pause. Hein. Quand bêta est petit, ça veut dire qu'on est dans un scénario particulier où on fait de la FM à bande étroite. Qu'est-ce qui se passe quand on fait de la FM à bande étroite? Donc bêta est petit, je vais pouvoir approximer mes fonctions de Bessel qui sont là, et je vais me mettre ici au niveau de l'asymptote tout à gauche. Hein, je suis pour des valeurs de bêta qui sont proches de 0. Okay, donc je suis tout à gauche de mon graphique. Qu'est-ce que je peux dire de J0 de bêta? Hein, vous voyez que ici tout à gauche, quand bêta est petit, J0 de bêta, c'est à peu près 1. Je suis à peu près au sommet de la figure, au sommet de la courbe. Qu'est-ce que je peux dire de J1 de bêta? Je vous disais, ici, on a une asymptote à l'origine qui a une pente à peu près unitaire. Donc si on fait un développement en série de la fonction de Bessel J1 de bêta, on peut dire qu'approximativement, pour bêta très petit, J1 de bêta est à peu près égal à bêta, tout simplement, vu que la pente vaut 1. Okay, donc on n'a pas de valeur constante, hein, on n'a pas de terme constant dans le sens où on démarre à 0 à l'origine, et la pente à l'origine vaut 1, donc ça veut dire que quand bêta est petit, J1 de bêta est approximé par bêta. Et toutes les autres, J2, J3, J4, J5 de bêta, etc., quand on est proche de l'origine, on peut dire qu'elles sont à peu près nulles, à peu près égales à 0, dans le sens où il faut aller déjà au deuxième ordre, à partir de bêta carré, avant de passer à des valeurs non nulles. Et donc, en développement en série de Taylor, hein, on a grosso modo l'approximation suivante. J0 de bêta est à peu près égal à 1, J1 de bêta est à peu près égal... alors je vous disais que la pente était unitaire, donc la pente vaut 1,5, donc J1 de bêta c'est à peu près égal à bêta demi, et J2, J3, J4, J5, etc. de bêta est à peu près égal à 0. Donc ça, c'est les développements en série de Taylor des fonctions de Bessel quand bêta est petit. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner au niveau spectral? Hein, parce que le spectre, il est donné par l'équation qui est ici, hein, qui vient lui-même de la décomposition en cosinus qui est là. Hein. Qu'est-ce que ça va donner en termes de spectre, cette approximation ici? Eh bien, ça va donner le fait que la raie centrale, elle va avoir une hauteur égale à 1,
Et les deux raies latérales, J1 de bêta et J-1 de bêta, elles vont avoir des hauteurs qui seront proportionnelles à bêta demi, et toutes les autres vont être nulles. Et donc on va avoir finalement au niveau du spectre du signal FM à bande étroite, simplement une raie centrale et une seule paire de raies latérales, et puis c'est fini. Tout le reste peut être négligé. Et donc ça correspond bien au résultat qu'on avait eu avant la pause, quand on avait analysé ici le signal FM à bande étroite, où on avait bien vu qu'on avait une raie centrale correspondant à la porteuse toute seule, et puis une paire de raies latérales, fréquence FC plus FM et FC moins FM. C'est exactement ça qu'on retrouve ici. Et donc on retrouve le même résultat quand on considère la valeur des fonctions de Bessel pour des faibles indices de modulation. Donc tout ça reste cohérent. Alors une troisième propriété intéressante des fonctions de Bessel, c'est la propriété de conservation de la puissance. Cette propriété, elle nous dit que, quelle que soit la valeur de bêta, si on fait la somme des carrés de toutes les fonctions de Bessel évaluées en bêta, donc pour n égale 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, etc., etc., cette somme de carrés de fonctions de Bessel sera toujours égale à 1. Alors ça c'est très intéressant parce que Jn de bêta, ça représente l'amplitude de chacune des raies spectrales de notre signal FM à large bande. Et donc la somme des carrés des fonctions de Bessel qui est là, en fait, c'est une somme qui nous permet de calculer la puissance totale de notre signal FM. Cette puissance totale, elle va être diluée entre les différentes raies spectrales, et on aura de temps en temps, dans ce cas-ci par exemple, on aura la majorité de la puissance qui sera concentrée sur la raie centrale, et puis une partie de la puissance sur les deux raies latérales, et encore un tout petit peu de puissance sur la paire de raies suivante. Dans le cas qui est ici un petit peu plus bas, on voit qu'on n'a presque pas de puissance sur la raie centrale, par contre on a la majorité de la puissance sur la première paire de raies latérales, et puis un petit peu moins de puissance sur la deuxième paire de raies, et quasiment plus rien après. Et donc ce que nous dit cette propriété de conservation de la puissance, c'est qu'en fait, la puissance, elle reste toujours la même, quelle que soit la valeur de bêta. Ce qui va changer quand on modifie bêta, c'est simplement la façon dont la puissance se répartit entre les différentes raies. Okay, donc changer bêta ne va pas changer la puissance totale, mais va changer la manière dont la puissance se répartit sur la raie centrale, sur la première paire de raies latérales, sur la deuxième paire de raies latérales, et ainsi de suite. Donc c'est logique, parce que si on regarde bien l'expression du signal FM, on voit que c'est une... Donc le signal FM, il est donné ici. Voilà. On voit que c'est une sinusoïde avec une amplitude AC qui est constante, et donc peu importe ce qu'il y a dans l'argument du cosinus, ce qu'il y a dans l'argument du cosinus ne va pas changer la puissance du signal. La seule chose qui peut changer la puissance du signal, c'est l'amplitude, et on voit que cette amplitude, elle est constante. Et donc c'est bien confirmé par ce qu'on observe ici avec la propriété de conservation de puissance des fonctions de Bessel, c'est que, quelle que soit la valeur de bêta, quelle que soit la valeur de l'indice de modulation, finalement, la puissance du signal restera toujours la même, et c'est juste la manière dont cette puissance se répartit sur les différentes fréquences qui va changer. Alors en particulier, on peut voir que la fraction de la puissance totale qui va venir se mettre sur la raie centrale, elle va changer avec la valeur de bêta. Et pour avoir une idée de comment elle change, il suffit de regarder à quoi ressemble ici la fonction J0 de bêta. Comme J0 de bêta représente l'amplitude de la raie centrale, on voit que on aura quasiment 100% de la puissance du signal FM qui va se trouver sur la raie centrale quand bêta est nul. Et puis quand on va augmenter bêta, le poids relatif de la raie centrale va commencer à diminuer, et forcément, comme la puissance totale doit être conservée, si la raie centrale diminue, ça veut dire que les raies latérales vont commencer à augmenter. Okay, et puis il va même y avoir un moment, pour bêta est égal à 2,1 fafiote, où J0 de bêta va passer par 0. À ce moment-là, ça veut dire que la raie centrale va disparaître. Donc le poids de la raie centrale va à ce moment-là être égal à 0,
et 100% de la puissance du signal va uniquement être portée par les raies latérales. Et puis quand on augmente encore bêta, on voit que le poids de la raie centrale commence à réapparaître. Bon, c'est un coefficient qui est négatif, mais donc finalement la puissance relative, c'est ce coefficient élevé au carré, hein, donc peu importe que ce soit négatif. Puis ça va passer par ici un maximum local. Et puis si on augmente encore bêta, quand bêta sera égal à peu près à 5,5, là, on va voir que de nouveau la raie centrale va disparaître, parce que son coefficient sera égal à 0, et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure qu'on joue sur l'indice de modulation, et donc qu'on change la valeur de bêta, on va voir que la hauteur de ces différentes raies va se mettre à changer, et que la répartition, la dilution de la puissance totale entre les différentes raies va être modifiée. Alors maintenant, si on revient aux caractéristiques du message, hein, rappelez-vous qu'on a fait l'hypothèse simplificatrice qu'on partait sur un message sinusoïdal, hein, de manière à simplifier un petit peu notre analyse. Donc finalement, il n'y a que deux paramètres qui vont caractériser complètement notre message sinusoïdal, c'est l'amplitude du message AM et la fréquence du message FM. Donc, comment est-ce que ces deux paramètres vont avoir une influence sur le spectre du signal FM? Donc, quel va être l'impact de l'amplitude du message sur le spectre du signal FM? Quel va être l'impact de la fréquence du message sur le spectre du signal FM? Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut considérer. Si on se rappelle que le spectre du signal FM est donné par cette équation, bon, ça c'est un petit peu abrupt, hein, c'est des mathématiques, c'est plus parlant de regarder le graphique ici. Il y a deux choses qui ont de l'importance, c'est l'écart entre deux raies successives et la hauteur des différentes raies. D'accord ? Alors l'écart entre deux raies successives, c'est combien? Il suffit de regarder l'équation qui est là, ou si vous préférez celle-ci qui nous dit qu'on a simplement une somme de sinusoïdes à la fréquence fc plus n fois fm. Donc ça nous dit directement que l'écart entre deux raies successives, hein, c'est ce qui se passe quand on passe de n à n plus 1, puis de n plus 1 à n plus 2, puis de n plus 2 à n plus 3. L'écart entre deux raies successives, il est donné par fm, c'est-à-dire la fréquence du message. Donc si vous voulez qu'ici les raies s'écartent ou se rapprochent, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de changer la fréquence du message. C'est pour ça que dans la figure qui est là, vous voyez qu'à gauche, on a considéré qu'on changeait l'amplitude du message, mais on gardait la fréquence du message fixe, tandis qu'à droite, on change la fréquence du message et on garde l'amplitude du message fixe. Ce qui fait qu'à gauche, on a toujours des raies qui ont la même distance entre elles, tandis qu'à droite, on a des raies qui se rapprochent au fur et à mesure qu'on augmente la fréquence du message. Qu'on diminue la fréquence du message. Ici, vous avez un écart entre deux raies successives qui est important. Là, vous avez un écart entre deux raies successives qui est un petit peu plus faible. Et là, on a encore un écart entre deux raies successives qui est 2 fois plus faible. Pour passer de là à là, on a chaque fois diminué la fréquence du message. Et si on diminue la fréquence du message, qu'est-ce qui va se passer au niveau de bêta? Pour ça, il faut se rappeler combien vaut bêta. Donc si on revient à nos fondamentaux ici, on a vu qu'on avait une fréquence instantanée du signal FM qui était la fréquence de la porteuse plus une constante fois le message. Et on avait dit que ce produit KF fois AM, ça c'était delta F, c'était la déviation de fréquence. Vous voyez qu'on fait apparaître l'amplitude du message là-dedans. Et puis si on va un step plus loin, on voit que la phase instantanée, c'est la phase de la porteuse, plus delta F sur FM, fois le sinus correspondant à l'intégrale du message. Et on avait dit que ce delta F sur FM, c'était ça le bêta. C'était ça l'indice de modulation. Donc maintenant, si je remplace ici delta F par KF fois AM, je vois que mon indice de modulation bêta, à une constante près qui est KF, eh bien c'est AM sur FM. Donc mon indice de modulation est proportionnel à AM sur FM, c'est-à-dire le rapport entre l'amplitude et la fréquence du message.
Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais augmenter ou diminuer la fréquence du message? Mais comme ici j'ai mon FM qui apparaît au dénominateur de bêta, si j'augmente la fréquence du message, je diminue bêta. Si je diminue la fréquence du message, j'augmente bêta. Okay, c'est ce qui se passe ici. Ici, vous voyez, j'ai bêta égale 1, bêta égale 2, bêta égale 5. Donc j'augmente bêta quand je passe de la première figure à la deuxième figure et à la troisième figure. Donc chaque fois que je descends, j'augmente bêta. Et comme bêta égale kf fois am sur fm, si j'augmente bêta, ça veut dire que je diminue fm. Et donc effectivement, quand je passe de là à là, et puis de là à là, à chaque fois je diminue fm, et donc comme je diminue fm, je rapproche mes raies les unes des autres. Parce que l'écart entre deux raies successives, cet écart, il vaut exactement fm Hertz. Okay, donc ça c'est le premier effet, c'est l'effet qu'on obtient quand on change la fréquence du message. On change la fréquence du message, ça va avoir pour effet de changer l'indice de modulation de manière inversement proportionnelle. Hein. Donc, je diminue FM, j'augmente bêta. Et au niveau du spectre, ça va avoir pour effet de rapprocher les raies les unes des autres. Maintenant, quel est l'effet sur l'amplitude du message? Je reviens ici, je vois que j'ai mon bêta égale delta F sur Fm, est égal à kf am sur Fm. Je vois que bêta est directement proportionnel à am. Donc ce qui se passe quand je joue sur l'amplitude du message, ça va être en effet immédiat sur bêta. Donc si je passe de bêta égale 1 à bêta égale 2, puis à bêta égale 5, c'est comme si je doublais l'amplitude du message, ou bien que je multipliais par 5 l'amplitude du message. Ok, mais à ce moment-là, je ne touche plus à la fréquence de mon message. Donc l'écart entre mes raies successives reste identique. Et dans un cas comme dans l'autre, dans les trois figures de gauche comme dans les trois figures de droite, en jouant sur un paramètre différent du message, je change chaque fois la valeur de bêta. Et en changeant la valeur de bêta, eh bien, je change le poids relatif des différentes raies spectrales qui vont donc modeler mon spectre. Donc essayez de bien retenir quel sera l'effet des deux paramètres du message, son amplitude AM et sa fréquence FM, sur le spectre du signal FM. Le plus simple à comprendre, c'est l'amplitude, parce que quand on change l'amplitude, on ne bouge pas à l'écart entre les raies, mais on bouge simplement à bêta. Et donc quand on modifie bêta, on modifie le poids relatif des différentes raies. Quand on joue sur FM, il y a deux effets qui viennent se conjuguer. On joue à la fois sur bêta, et donc on joue sur le poids relatif des différentes raies, mais en plus de ça, on joue sur l'écart entre deux raies consécutives, et donc on va rapprocher ou écarter les raies entre elles. Voilà, donc là on a une représentation graphique du spectre du signal FM à large bande. On voit qu'il est constitué d'un certain nombre de raies, écartées entre elles d'une valeur FM, et dont les poids relatifs dépendent de la valeur de l'indice de modulation bêta. Après, la question c'est, ouais, mais et donc la bande passante de mon signal FM, c'est combien à la fin? Alors, pour répondre à ça, ça dépend si on veut être rigoureux au niveau mathématique ou si on veut être un petit peu pragmatique. Si on est vraiment rigoureux au niveau mathématique, on est bien obligé de constater que dans l'équation qui est là, on a une somme infinie, avec un indice n qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et donc mathématiquement parlant, ici je devrais continuer à dessiner des raies jusqu'à l'infini. Et donc si je veux mesurer la bande passante de mon spectre, malheureusement je dois bien dire que le résultat c'est l'infini. Je consomme tout le spectre de moins l'infini à plus l'infini. Mais en fait, ce qui se passe, et on le voit ici graphiquement, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la raie centrale, et donc concrètement ça veut dire au fur et à mesure qu'on va vers des valeurs de n de plus en plus élevées dans la somme qui est là, eh bien la hauteur de la raie devient de plus en plus faible. Alors c'est pas forcément monotone, ici vous pouvez avoir une raie centrale qui est faible, et puis on augmente, et puis on diminue, on diminue, on diminue, on diminue, ou bien regardez ici, on est faible, on augmente, puis on diminue, puis on augmente, et puis on diminue, diminue, diminue. Donc peut-être qu'au début ça peut être un peu chahuté, au début ça peut monter, descendre, mais
Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand on va continuer à compter les raies et à s'éloigner de la raie centrale, eh bien, ça va finir par s'atténuer inexorablement et ça va quasiment disparaître. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que parmi toutes ces raies qui vont donc se répartir de part et d'autre de la fréquence porteuse et de la raie centrale, eh bien, elles ne sont pas toutes significatives. À partir d'un certain moment, on va pouvoir arrêter de compter, si vous voulez. On va pouvoir dire, ok, là j'ai 4 paires de raies qui m'ont l'air d'avoir de l'importance, à partir de la 5e paire, ça devient négligeable et les suivantes sont quasiment nulles. Ok, par exemple. Hein. Et donc, pour mesurer de manière pragmatique le spectre, et donc la bande passante du spectre du signal FM, en fait, je vais devoir faire l'exercice suivant, c'est de compter le nombre de paires de raies qui sont vraiment significatives. Et je vais me dire, je vais m'en tenir à ces raies-là, et je vais négliger toutes les autres. Je vais considérer qu'elles sont parfaitement négligeables, qu'elles ne constituent qu'un petit pouillème de pourcent de la puissance totale de mon signal. Et que donc, si je les néglige, je ferai une approximation qui est tout à fait valide. Et donc la question, c'est combien de raies est-ce qu'il faut compter? Et donc c'est le petit chapitre suivant qu'on va aborder maintenant, c'est comment on fait pour calculer la bande passante d'un signal FM. Donc sachant que le spectre est constitué de raies comme ceci, voilà, à partir de quand est-ce que je peux commencer à négliger les raies? Alors il n'y a pas de réponse unique à ça, parce que c'est un petit peu subjectif. Hein, de la mesure où on fait une approximation, la question c'est à partir de quand est-ce qu'on arrête de compter? Hein, ce qu'on peut faire comme exercice, par exemple, c'est de compter la puissance, la fraction de la puissance totale véhiculée par les différentes raies, et on part du milieu, on dit voilà, par exemple, ici j'ai la moitié de la puissance sur ma raie centrale, puis j'ai encore 40% sur la première paire de raies, et puis j'ai encore 9% sur la deuxième paire, et puis le pourcent qui reste, il va être dilué sur toutes les autres paires. À ce moment-là, si je fais ce calcul-là, ben, je peux dire que grosso modo, si je considère juste ma raie centrale et les deux premières paires, c'est déjà suffisant. Le reste est négligeable. En comptant ces raies-là, j'ai déjà 99% de ma puissance qui est prise en compte. Donc ça, c'est une manière de faire les choses. Une autre manière de faire les choses, c'est d'appliquer une règle empirique et de dire, ben voilà, finalement, je constate que plus bêta augmente, donc plus j'ai une valeur élevée de bêta, plus j'ai un nombre de raies qui est significatif. Donc effectivement, si on considère qu'ici j'ai bêta égale 1, bêta égale 2, bêta égale 5, hein, vous voyez que plus bêta augmente, donc plus on va vers le bas, plus j'ai beaucoup de raies à compter. Donc ça se voit encore mieux dans les figures de gauche, parce que la distance entre raies voisines est conservée. Hein, dans les figures de gauche, on voit que plus bêta augmente, plus j'ai un nombre de raies non négligeables important. Okay, et donc, il y a un certain monsieur qui s'appelle monsieur Carson, qui un jour a décrété que, ben, selon lui, on peut dire à la grosse louche que le nombre de paires de raies significatifs est à peu près égal à bêta plus 1. Ok, donc bêta plus 1, paire de raies significatives. Donc concrètement, dans les figures qui sont ici, ça veut dire quoi? Je me mets ici dans les figures de gauche. La première figure en haut à gauche, je fais bêta égale 1. Donc bêta plus 1, ça va faire 1 plus 1 égale 2. Ok, donc j'aurai 2 paires de raies significatives. Donc j'ai effectivement la raie centrale, plus une première paire de raies, plus une deuxième paire de raies. Et on voit déjà que la troisième paire de raies, elle est négligeable, on peut l'oublier. Il ne fallait pas la compter. On l'a dessinée pour le fun, mais en fait on voit bien qu'elle est toute petite, la troisième paire. Donc effectivement, on peut considérer que quand bêta égale 1, je peux m'arrêter à la deuxième paire de raies. Quand bêta égale 2, ce qui correspond à la figure, donc 2 plus 1 égale 3, ça veut dire que je peux m'arrêter à la troisième paire de raies. J'ai effectivement la raie centrale, une première paire de raies, une deuxième paire de raies, une troisième paire de raies, et puis on voit bien que c'est fini. On a dessiné la quatrième pour le fun, et toutes les autres, elles sont encore plus petites. Et ici, pour bêta égale 5, 5 plus 1 égale 6,
j'ai la raie centrale, une première paire de raies, une deuxième paire de raies, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, et après, on a dessiné la septième et la huitième, mais on voit bien qu'elles sont négligeables, et qu'après, ce n'est plus que quasiment du bruit. Okay, donc c'est une règle empirique qui vaut ce qu'elle vaut, qui est basée sur l'observation finalement des fonctions de Bessel et de leurs valeurs, et qui dit que grosso modo, le nombre de paires de raies latérales qu'il faut compter en plus de la raie centrale, ben, c'est à peu près égal à bêta plus 1. Et si on fait cette approximation, ben, on peut dire que la bande passante, ben, comme l'écart entre deux raies consécutives, c'est Fm, et qu'on doit compter bêta plus 1 paire de raies, on va avoir une bande passante qui sera égale à 2 Fm fois bêta plus 1. Et 2 Fm fois bêta plus 1, ça fait 2 Fm plus 2 bêta Fm, et comme bêta égale delta F sur Fm, on a finalement une bande passante qui vaut 2 delta F plus 2 Fm. Ok ? Donc la règle empirique de Carson qui dit qu'on arrête de compter les raies une fois qu'on a compté bêta plus une paire de raies, elle nous amène à une bande passante qui vaut 2 delta F plus 2 Fm. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement cette bande passante, elle dépend de deux paramètres, hein, qui sont delta F et Fm. Ben, le Fm, on ne va pas le modifier, hein, c'est la fréquence du message, donc le message il est ce qu'il est, il a sa fréquence, on ne sait rien y faire. Par contre, le delta F, lui, c'est un paramètre sur lequel on peut jouer. Donc je vous rappelle que delta F, c'est delta F, c'est KF fois AM, donc c'est une constante de modulation fois l'amplitude du message. Donc pour un message d'amplitude donné, on peut encore jouer via ce coefficient KF pour obtenir un delta F un petit peu comme on veut, à la carte. Et donc comme on peut jouer sur le delta F, ce qui revient à dire en fait on va jouer sur bêta, hein, on peut jouer sur bêta, et donc au final on va pouvoir influencer la bande passante du signal FM, et on va pouvoir éventuellement augmenter cette bande passante et décider qu'on veut consommer une bande passante plus importante, ce qui n'est a priori pas une bonne idée, sauf qu'on verra plus tard dans le cours qu'avec une bande passante plus importante, on pourra être plus robuste vis-à-vis du bruit, donc ça peut être intéressant. Et à l'inverse, on peut être dans une application où on a besoin de faire des économies de bande passante, et dans ce cas-là, on va essayer de diminuer la bande passante consommée, et on va dans ce cas-là jouer sur le delta F, de manière à consommer une bande passante plus faible, quitte à revenir carrément au cas extrême, qui est celui de la FM à bande étroite. Hein, la FM à bande étroite, à ce moment-là, bêta est négligeable, donc bêta plus 1, ce sera égal à peu près à 1, et ça veut dire qu'on devra considérer une seule paire de raies latérales autour de la raie centrale. C'est bien le résultat qu'on a obtenu quand on a analysé ensemble la FM à bande étroite. Donc ça, c'est la règle de Carson, qui est une règle empirique. Alors ici, dans le tableau qui se trouve ici à droite, on présente une autre règle qui est aussi un petit peu subjective, qui est une alternative à la règle de Carson, et qui est une autre manière de compter les raies significatives. Et donc le raisonnement qu'on fait ici, c'est plutôt de dire, comme c'est décrit ici dans le deuxième bullet, hein, on va regarder quelle est l'amplitude relative des latérales comparée à l'amplitude de la porteuse non modulée. Donc cette amplitude relative, elle est donnée par la valeur absolue de Jn de bêta. Et si on décide qu'on arrête de compter quand on descend en dessous de 1% du total, ça veut dire, en pratique, que quand on constate que le coefficient de Bessel Jn de bêta devient inférieur à 0,01, et le reste, hein, quand on augmente les valeurs de n, ça veut dire qu'on est arrivé dans des porteuses suffisamment éloignées, dans des raies latérales suffisamment éloignées de la raie centrale
pour que chaque raie successive soit inférieure à 1% de l'amplitude totale. Et à ce moment-là, on dit, là, on arrête de compter, ça devient négligeable. Okay, si on fait ce petit raisonnement-là, qui est une... Alors, pourquoi est-ce qu'on a fixé 1%? On aurait pu dire 2%, 5%, on aurait pu dire en demi%. Donc, vous voyez, c'est subjectif. Si on fait ce raisonnement-là, on voit qu'en fonction de la valeur de bêta qui est donnée ici dans la première colonne, eh bien, on peut avoir en nombre de raies significatives, donc 2n max. Il y a toujours ce facteur 2 parce que les raies vont par paire. Donc si on va chercher une raie à gauche de la porteuse, on est obligé d'aller chercher la même raie symétrique à droite de la porteuse. Les raies viennent par paire, donc on a bien affaire à 2n max, qui vaut, vous voyez, en fonction de la valeur de bêta, 2, 4, 6, 8, 16, 28, 50, 70, etc. Donc c'est une autre manière de fixer un seuil un petit peu arbitraire sur le moment où on considère que les raies commencent à devenir négligeables dans le calcul. Alors est-ce que la règle qui est là, est-ce qu'elle est plus sévère ou moins sévère que la règle de Carson? Rappelez-vous que la règle de Carson, elle disait le nombre de paires de raies est égal à bêta plus 1. Ok? Alors, prenons un petit exemple ici. Bêta égale 0,1. Donc bêta plus 1, ça fait 1,1. 1,1 multiplié par 2, ça fait 2,2. Alors ici, il nous dit qu'on s'arrête à 2. Ça a l'air un petit peu moins sévère. Ici, 0,3. Bêta égale 0,3. Donc bêta plus 1 égale 1,3. Je fais x2, ça fait 2,6. Là, par contre, je vais chercher 4 raies. Donc c'est plus sévère. Ici, bêta égale 0,5. Bêta plus 1 égale 1,5. Donc ça veut dire que je dois aller chercher 3 raies. Je vais en chercher 4. C'est plus sévère. Ici, bêta égale 10, ici. Bêta plus 1 égale 11. Je fais x2, je fais 22 raies. Ici, il me dit qu'il doit aller en chercher 28. Donc globalement, si on considère l'ensemble du tableau ici, en fait, on voit que cette règle pour évaluer la bande passante du signal FM est en réalité plus sévère que la règle de Carson. Alors, est-ce qu'il y en a une des deux qui est correcte et l'autre qui n'est pas bonne? Elles sont toutes les deux incorrectes, en fait, parce que mathématiquement, la bande passante, elle est infinie. Mathématiquement, on doit aller chercher toutes les raies jusqu'à l'infini. Donc il y a de toute façon une perte de subjectivité, et en fonction que vous appliquez une règle ou une autre règle, vous pourrez obtenir une bande passante qui sera un petit peu différente. L'avantage de la règle de Carson, c'est qu'elle est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un tableau ici compliqué avec plein de valeurs différentes. La règle de Carson, c'est simplement, vous avez bêta, vous faites bêta plus 1, vous multipliez par 2, et c'est fini, vous avez le nombre de raies totales à considérer, et en sachant que l'écart entre deux raies successives est égal à Fm, vous avez la bande passante totale, donc c'est assez facile à appliquer. Alors tout ce qu'on vient de raconter, et qui donne lieu à ce genre de spectre pour le signal FM, on est bien d'accord que tout ça est conditionné à une hypothèse de départ, qui était une hypothèse simplificatrice, qui disait la chose suivante: je vais supposer que mon message est sinusoïdal, histoire d'avoir des calculs pas trop compliqués. En pratique, évidemment, quand on fait de la FM, on n'a pas un message sinusoïdal. Un message sinusoïdal, c'est pas très intéressant à envoyer d'un émetteur vers un récepteur. En général, on a des messages un peu plus compliqués que ça à envoyer. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est: et pour un message quelconque, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Mathématiquement, c'est beaucoup trop compliqué à analyser. Donc, ce qu'on va faire, maintenant qu'on connaît le résultat dans le cas particulier d'un message sinusoïdal, on va faire le raisonnement suivant, c'est qu'on va considérer le cas général d'un message qui occupe une certaine bande passante W. Et donc, quelque part, ça veut dire que tout le spectre du message est contenu dans une bande de fréquence qui va de 0 jusqu'à W Hz. Donc W, ça représente la plus haute fréquence contenue dans le message. Mais contrairement à une sinusoïde qui serait à la fréquence W, 100% de la puissance du message serait à la fréquence W et il n'y aurait rien du tout entre 0 et W. En pratique, le message, il aura sa puissance qui sera répartie dans le spectre entre 0 et W. Du coup, on a une espèce de pire cas, en quelque sorte. Le pire cas, c'est celui qui sera
engendrée par le message qui varie le plus vite possible. Et pour une puissance donnée de message, pour que le message varie le plus vite possible, il faut aller mettre toute sa puissance à la fréquence W. Donc faisons comme si toute la puissance du message était concentrée à la fréquence W, ça donnera un message qui varie plus vite qu'un message quelconque qui a un spectre bien gentil réparti entre 0 et W. Et donc, faisons comme si le message était une sinusoïde à la fréquence W. Et comme on sait déjà à quoi va ressembler le spectre d'un signal FM quand le message est sinusoïdal, eh bien on n'a qu'à utiliser les résultats qu'on connaît déjà, mais on suppose cette fois-ci que la fréquence du message, on ne va pas la noter FM, on va la noter W, tout simplement. On fait comme si le message était une sinusoïde à la fréquence la plus élevée qu'il contient. Alors un exemple assez connu d'application de la modulation FM, c'est la radiodiffusion, donc, qui est petit à petit en train de disparaître, parce qu'on fait beaucoup de publicité pour l'instant pour les récepteurs DAB+, que ce soit l'RTBF ou sur les chaînes de radio. Mais malgré tout, ça reste encore un des rares exemples de modulation analogique qui est fortement utilisé en 2020, c'est la radiodiffusion FM. Mais la radiodiffusion FM utilise donc la modulation FM à large bande telle qu'on vient de l'étudier. Et donc, si vous voulez calculer la bande passante du signal FM que vous captez avec votre récepteur de radio, donc vous n'avez pas encore acheté le récepteur DAB+, eh bien vous devez utiliser cette fameuse règle de Carson pour évaluer cette bande passante. Alors, quels sont les paramètres pour la radiodiffusion FM ? Alors, on a besoin de connaître deux éléments pour appliquer la règle de Carson, c'est combien vaut le delta F et combien vaut le FM. FM qui est là, donc c'est la fréquence du message, et dans le cas de radiodiffusion, donc c'est un signal sonore qui est donc, alors c'est pas de la hi-fi, mais c'est quand même de meilleure qualité que le signal téléphonique, et en gros, le signal sonore utilisé, le signal audio utilisé en radiodiffusion FM, il a un spectre qui va de 0 à 15 kHz. Donc on peut considérer que W, la bande passante du message dans le cas de la radiodiffusion FM, c'est 15 kHz. Et donc on peut calculer le spectre du signal FM comme si le message était lui-même une sinusoïde à la fréquence de 15 kHz. C'est un pire cas, si vous voulez. Donc dans l'équation de Carson qui est là, vous remplacez le FM ici par 15 kHz, et il reste la question combien vaut delta F. Alors delta F, dans le cas de la radiodiffusion FM, en fait c'est 75 kHz. Donc ça dépend de la manière dont on a normalisé le service de radiodiffusion, et ici on l'a normalisé pour que la déviation de fréquence maximale soit égale à 75 kHz. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous regardez la fréquence instantanée du signal FM et que vous le comparez à la fréquence de la porteuse, à chaque instant, il va se trouver quelque part à FC, dans l'intervalle qui va de FC moins 75 kHz jusqu'à FC plus 75 kHz. Il sera quelque part entre ces deux extrêmes. Et donc si on applique la formule de Carson aux paramètres de la radiodiffusion FM, on a donc 2 fois 15 plus 75 kHz, ça fait 2 fois 90, ça fait 180 kHz. Donc ça, c'est si on applique la règle de Carson. Et si on applique le deuxième critère, celui qui est là avec le fameux tableau qui compte les raies jusqu'au moment où elles passent en dessous de 1% de la puissance totale, selon ce deuxième critère, on sait bien qu'il est un petit peu plus sévère que le critère de Carson, que la bande passante du signal de radiodiffusion FM, c'est 240 kHz. Alors, c'est quoi la vérité ? Est-ce que c'est 180 ou est-ce que c'est 240 ? On a bien dit que c'était subjectif comme critère, tout ça, donc la vérité, elle est probablement quelque part entre les deux. Alors en fait, si vous regardez comment sont définis les canaux radio, donc vous savez que la bande FM, elle va grosso modo de 88 MHz jusqu'à 108 MHz.
Donc il y a une vingtaine de mégahertz, de 88 mégas à 108 mégas, qui sont disponibles pour la radiodiffusion FM. Et dans cette vingtaine de mégahertz, on va mettre une centaine de canaux radio. Donc en théorie, il y aurait moyen en radiodiffusion FM de diffuser 100 stations radio différentes dans la bande disponible. Et en fait, ça veut dire que chaque canal radio a à sa disposition 200 kHz de bande passante, et on va donc utiliser une répartition en fréquences pour aller positionner les signaux radio dans des bandes de fréquences adjacentes. Alors pour faire rentrer 240 kHz dans un canal de 200 kHz, on voit bien qu'on a un petit problème. Donc c'est plutôt la règle de Carson qui nous dit que la bande passante est de 180 kHz, qui doit être proche de la réalité. Et donc voilà, typiquement, si vous passez d'un canal radio à l'autre sur votre autoradio ou que sais-je, vous savez bien que vous faites des steps par pas de 0,2 MHz. Hein. Vous avez une station de radio à 90.6, la suivante à 90.8, la suivante à 91, la suivante à 91.2. Ben oui, c'est bien ça que ça veut dire, c'est que le canal radio, il a lui-même une bande passante de 200 kHz, ce qui se rapproche donc plus du calcul de Carson pour l'évaluation de la bande passante du signal FM. Voilà ce que je peux dire au niveau de la bande passante, et on va refaire une petite pause maintenant, et je propose qu'on se retrouve à 15h30.